au fur et à mesure que j'arrive à l'entrée du Bataclan, psychologiquement, je me dis, ouais, en fait, ce soir, en fait, on va peut-être y passer. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des bonds qu'on fait pour arriver jusqu'à l'entrée du Bataclan, on voit en fait donc du coup les copains qui se font rafaler, on voit les munitions qui passent, qui passent devant nous, qui ricochent sur le sol, des ricochets sur le sol. Enfin, tu t'en souviens toujours quoi. Vendredi 13 novembre 2015, des attaques terroristes d'une ampleur inédite frappent la France. Ce sont des filières djihadistes identifiées depuis longtemps qui sont venues frapper Paris. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Un massacre signé Daesh. 6 attaques en 33 minutes. La salle est pleine, 1500 personnes assistent au concert de Eagles of Death Metal, quand tout à coup... Comment ça va? Bah ça va. T'es pas impressionné quand même? Hein, un petit peu, tout le temps, il y a le temps de... C'est plutôt nous qui sommes impressionnés d'avoir en face de nous un héros du 13 novembre. Un héros, je pense que on a fait le boulot. Après, héros, je pense pas, mais en général, quand on épouse la fonction de policier, de flic, je dirais même de flic, c'est par conviction. Par conviction et dans l'idée de protéger et servir. Moi, je suis rentré pour protéger le service et pas pour mettre des contraventions. Pour leur petite présentation faite, prélude, Michel, donc bonjour. En fait, on s'est rencontrés par hasard. On n'a pas travaillé ensemble, mais on s'est rencontrés par hasard et ton histoire, évidemment, m'a interpellé. C'était dans un avion, rentré d'Asie et on était à côté, donc peut-être qu'il n'y a pas d'hasard, mais en tout cas, ton histoire m'a interpellé. Ça fait un certain temps. Et tu me racontes, dès le début, tu es donc chez l'unité BAC, c'est ça, à Paris, le 23 novembre. Tu prends donc ton service et tu n'imagines pas une seule seconde ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors c'était le 13 novembre, du coup. Donc bientôt maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans. Et ce soir-là, en fait, on était avec les camarades à pratiquer les sports de combat. Et on avait pour habitude d'avoir une radio en fait, à proximité de nous dans la salle de sport. Et on entend les ondes qui s'agitent, on entend du coup des appels de renfort assez conséquents au Stade de France. Et là en fait on apprend en écoutant avec attention, on apprend qu'il y a une bombe qui a explosé au Stade de France. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Parce qu'on se dit, bon ça peut arriver, on est en alerte attentat, on n'imagine pas ce qui va se passer par la suite. On n'imagine pas ce qui va se passer par la suite et ce qui est compliqué, là très vite, alors il faut savoir qu'on est hors service. On est censé commencer le service à 22h20. Au moment où on capte le message radio, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il est au moins une bonne heure et demie avant notre prise de service. Et là, en fait, on décide de s'équiper pour aller aider les camarades. Ouais, donc on n'est pas du tout encore en mode intervention, non. Mais quand on voit que ça chauffe sur les ondes, on anticipe, on se prépare vite. C'est ça, on anticipe, on se prépare vite. En parallèle de ça, on a notre patron qui, lui, prenait son service à 18h et qui, lui, part direction Stade de France. Donc nous, pendant ce temps-là, on équipe les véhicules en lourd, donc en mode FIPN. Alors ça veut dire quoi, équipé en lourd? Équipé en lourd, c'est qu'en fait, la BAC 75N, la brigade anticriminalité de Paris, donc 75 nuit de l'agglomération parisienne, a une sensibilité un peu particulière qui est la possibilité en fait, d'intervenir en mode FIPN, donc force d'intervention police nationale, et s'équiper en lourd, donc c'est en mode gilet lourd, casque lourd, bouclier, de quoi en fait pouvoir faire face à toutes les interventions, même les plus violentes. Même les plus violentes. Et faire, en fait, la prérogative, au départ, c'était de faire tampon entre les grosses unités d'intervention, donc de niveau 1, comme le RAID, et la police secours, la police du quotidien. Donc en fait, le but, c'était effectivement les primo-intervenants qui sont amenés à intervenir sur les lieux, vont sanctuariser la zone, vont confiner la menace,
dans le but, du coup, après l'intervention en fait, des unités spécialisées. Donc là, vous partez Stade de France, vous êtes combien de véhicules? Donc on doit être 4 véhicules. 3 personnels par véhicule? Donc 3 à 4 personnels par véhicule. En fait, on charge les véhicules avec le maximum d'effectifs. Au fur et à mesure que l'effectif arrive, on a pour habitude d'arriver plus tôt au service, ne serait-ce que pour lire les mains courantes, pour prendre les informations un petit peu qu'on peut avoir pour préparer la nuit. Parce que bon, on ne patrouille pas à l'aveugle, hein, on essaie d'avoir quelques petites infos de ce qui s'est passé dans la journée. Et du coup, là, au fur et à mesure des effectifs qui arrivent, au fur et à mesure qu'on équipe les véhicules, on va monter les effectifs avec ce qu'il y a. Donc on va prendre le matériel qui est disponible. Tout le matériel n'est pas disponible à ce moment-là. Donc on va prendre ce qu'il y a. Donc on va prendre, il y a des fusils à pompe, on va prendre des fusils à pompe, pistolets mitrailleurs, des gilets lourds. Et en termes d'équipement, il n'y a pas assez d'équipement pour tout le monde. Par exemple, moi, me concernant, à ce moment-là, je n'avais pas de casque lourd. Et en fait, il a fallu Puisque casque lourd, c'est pour faire un assaut, donc déjà. C'est ça, oui. Donc avec la grosse visière, voilà, on est en mode au besoin, voilà, pour intervenir sur une situation complexe. Donc on prend direction Stade de France. Donc il y a notre patron donc, qui s'est orienté déjà vers le Stade de France. Et à un moment donné, en fait, on nous apprend que ça tire dans Paris. Donc ça tire dans Paris et le convoi est réorienté. Du coup, demi-tour réorienté donc, du coup, dans Paris. Il y a le raid du coup, qui est déjà arrivé au Stade de France, sécurisation du président, beaucoup d'effectifs déjà présents au Stade de France. Parce qu'il y avait le président qui était sur place, il a été exfiltré. Exactement. Donc le président est au Stade de France, et là il y a la première explosion, la deuxième explosion, et donc du coup tous les renforts qui arrivent sur cette zone. De fil en aiguille, donc là on nous apprend que ça tire dans Paris, donc le convoi est réorienté dans Paris, et notre patron en fait il a 5 minutes d'avance sur nous à peu près. Donc lui il arrive place de la République. Donc là, on sait que c'est le Bataclan ou... Alors on ne sait pas encore en fait ce qui va se passer, c'est que c'est en cours de route qu'on va nous apprendre que les terroristes se sont retranchés en fait dans le Bataclan. Donc là, c'est après les terrasses. C'est après les terrasses. Donc en fait il y a les terrasses, il y a eu plusieurs attaques simultanées. Et du coup, le Bataclan, où du coup, il y a un échange de coups de feu entre la BAC 94 nuit du Val-de-Marne, qui intervient donc du coup aussi, eux c'est Passage Amelot et Voltaire. Donc on le voit dans de nombreuses vidéos, le collègue qui tire au fusil à pompe à l'angle de rue. Je ne sais pas si ça te parle. Les tirs durent une vingtaine de minutes, puis l'un des djihadistes explose, après avoir été touché par un policier de la BAC nuit. Rentrez chez vous, reculez! Il me semblait que tu t'es arrivé le premier. Ouais, en fait, alors, dans le Bataclan. D'accord. Là, donc c'est à l'extérieur. Ouais, ça c'est à l'extérieur. Parce qu'il y a un filtrage aussi. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a, en fait, les premiers effectifs qui vont arriver d'abord sur les terrasses, sur les différents bars qui y a à proximité, parce qu'il faut savoir qu'ils ont mitraillé toutes les terrasses. Hein, donc, c'est rue de Charonne, ça. Alors il y a eu rue de Charonne et même Voltaire. Voltaire, parce qu'en fait, il y a eu à un moment donné aussi un amalgame entre Café Bataclan, qui est juste à côté, et le Bataclan en tant que tel. Parce que ça doit aller dans tous les sens sur les ondes, donc il faut quand même garder. Les ondes sont saturées, les ondes sont ultra saturées. Les informations, donc risque de surattentat, parce que du coup il y a eu 2 explosions au Stade de France, donc risque de surattentat. On ne sait pas trop en fait dans quoi on met la main en fait, hein, dans cet engrenage. On ne sait pas où ça va vraiment nous mener, mais quoi qu'il en soit, au moment où on arrive sur place, il y a donc du coup en fait il y a une zone en fait un petit peu qui est sanctuarisée, parce que du coup la police secours avait tiré un rubalise. Donc ça a été mis en place. Il y avait l'armée aussi. Il y avait l'armée qui n'est pas intervenue parce qu'elle n'avait pas eu la consigne et l'ordre d'intervenir. Ils avaient été sollicités par la brigade anti-criminalité du Val-de-Marne. Parce qu'en fait, il faut savoir que la BAC 94 prend leur service en fait plus tôt que nous. D'accord. Donc en fait, eux, quand ils entendent que ça pète dans Paris, ils viennent. Donc, ils ont l'autorisation de venir. Alors je ne sais pas s'ils ont eu l'autorisation, mais quoi qu'il en soit, ils prennent l'initiative de le faire. Okay. Et ça permet en fait, entre guillemets, d'endiguer la poursuite peut-être du périple meurtrier des terroristes. Donc échange de coups de feu à la sortie du Bataclan. En termes d'effectifs, Tu le sais ça ou tu arrives? Non, ça on le sait pas, on le sait qu'après. Oui. Parce qu'en fait, moi, eux, ils sont Passage Amelot. Et parce qu'il y a des choses que je te raconte là en fait qui ont été validées. Enfin, en fait, tout ce que je te raconte là, ça a été validé lors du procès. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses
qui à l'époque on avait supposé. Hmm. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait 1 an au tribunal presque. Alors 1 an au Pourquoi tu es au tribunal, tribunal? pour comprendre. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as besoin de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc quelle était la motivation des terroristes, pourquoi un vendredi 13, donc c'est aussi symbolique, hein, pourquoi le Bataclan, dans quel objectif, quelle était leur doctrine, pourquoi, dans quelle était la fibre qui les animait en fait. Donc ça, moi j'avais besoin de le comprendre. Au-delà de ça aussi, c'est que j'avais besoin si on veut faire en fait bouger les choses, à un moment donné, il faut en parler. Donc au-delà du fait de vouloir entre guillemets se mettre en avant, c'est pas ça l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire bouger les lignes. Bouger les lignes parce qu'aujourd'hui, les collègues ont besoin plus de moyens. Les collègues ont besoin donc du Alors coup justement, on va revenir à l'histoire. à l'histoire, pardon. Donc, parce qu'évidemment, c'est grâce à ça ou à cause de ça que tu as eu envie de faire bouger les lignes, mais on va essayer de les comprendre, ces lignes. Ouais. D'abord, en parlant de lignes, il y avait véritablement une première ligne. Ouais. On t'a d'abord empêché de rentrer dans cette ligne. Donc oui, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a en fait intersection Berkamp-Voltaire, et en fait, notre patron et son équipier, donc c'est pas Le juste- patron est rentré. alors pas encore. Lui, en fait, il part à direction, donc du coup, lui vient de Place de la République. Donc Place de la République, et en fait, quand nous on annonce en fait qu'on est, Il est en civil, il n'a pas pris non. son service. non, il était en tenue. Il était agent. Parce que lui, il était. Donc, en fait, il faut savoir qu'à la BAC Nuit Paris, on a en fait des combinaisons. En fait, on est en véhicule noir, sérigraphié, avec police écrit en blanc. C'est une typographie un peu particulière et ça ressemble un petit peu à des taxis noirs, avec la petite loupiote bleue sur. Donc, c'est vrai que de loin, des fois, on nous confond même avec des taxis, c'est un peu drôle. Mais voilà, donc c'est véhicule noir, écrit police dessus. On nous surnomme aussi les Batman. Donc voilà, parce que véhicule noir, enfin bref. Et donc notre patron en fait lui fait demi-tour donc du coup Place de la République pour revenir du coup sur Bataclan. Et là en fait avec la vitesse, avec tout ça, donc il est avec son équipier. Faut pas oublier son équipier parce que du coup ils sont c'est un binôme. Hein. C'est pas parce que dans l'imaginaire collectif, beaucoup de personnes pensaient que c'était un homme en costume cravate, comme on voit les commissaires de police, et son chauffeur qui est limite devant et qui va le conduire là où il veut quoi. C'est pas ça, c'est vraiment un binôme. Si on reprend l'histoire, tu sais pas ce qui se passe, C'est ça. tu arrives aux alentours du Bataclan. C'est ça, donc nous on est au Berkamp-Voltaire. Ouais. Et là, Et on apprend que du coup, notre patron il est rentré dans le bâtiment, Oui. parce qu'en fait, il veut aller voir ce qui se passe. Et là, il tombe nez à nez avec les terroristes, échange de coups de feu. Et c'est lui qui finalement abat le premier terroriste. Voilà, lui et son équipier. De leur propre initiative, le commissaire et son collègue entrent jusqu'au niveau du bar. Ils voient Sami Amimour sur la gauche de la scène qui met en joue un jeune homme. Donc il y a eu, alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était 6 et 4 coups de feu. Et l'un des terroristes, donc du coup, se fait exploser sur la scène. Alors on ne sait pas si c'est les tirs ou s'il a déclenché, mais quoi qu'il en soit, il explose. Les collègues se font rafaler, ils se prennent la foudre. Hein. Nous à distance, on voit les étincelles. Comment tu le sais ça quand toi t'es où? T'es juste à l'extérieur? Alors nous, en fait, exactement, on est à 180 mètres. Ok. Mais t'es pas rentré dans le périmètre. Non, alors on est dans le périmètre. Mais tu peux pas rentrer toi. Là, pas encore, parce que là en fait on nous Pourquoi dit. tu peux pas rentrer? Là on nous dit en fait non, vous attendez. Ouais. Alors vous attendez, on a nos camarades qui sont dans l'entrée. Qui sont tirés dessus et tu peux pas rentrer. Et en fait à un moment donné, moi je le cache pas. Hein, donc je suis en deuxième position, derrière le bouclier lourd, les colonnes sont prêtes. J'ai le conducteur de mon véhicule qui lui en fait, vu la disparité d'équipement et de matériel, moi j'étais équipé complet, il me manquait le casque. Lui il était au véhicule au départ, donc du coup il me donne son casque pour que je puisse intervenir. Et je me mets, donc du coup je suis en deuxième position avec un PM Beretta 12 SD, c'est un pistolet mitrailleur qui tire du 9 mm. Et en fait là on est prêt à intervenir, sauf qu'en fait il y avait une autorité locale que je ne pourrais définir aujourd'hui qui nous dit négatif, vous n'intervenez pas. Et là en fait on le vit plutôt mal parce qu'on a nos camarades qui sont dans l'entrée, que ce soit le commissaire ou son équipier, les deux. Hein. On les considère. Ouais, c'est pas des collègues que tu connais pas. C'est les collègues, c'est les copains. C'est tes copains. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est des gens que j'apprécie, quoi. Enfin, et puis, à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est, demain, je me vois pas reprendre le service
en disant bah oui, en fait, on nous a dit de pas y aller, donc du coup, Je vais pas. je vais pas, et puis débrouillez-vous, quoi. Finalement, tu arrives à y aller, tu arrives à rentrer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à cette autorité locale, à un moment donné, avec l'effet de groupe, etc., on lui dit, écoute, c'est quoi, tais-toi, ferme ta gueule, en fait. On y va. Donc on y va. Et en fait, Donc dégage. c'est un gars qui vous empêche qui fait du zèle. Ouais, donc il faut attendre les renforts, il faut attendre. Donc on ne sait pas de qui il est exactement. On a cru comprendre. Vous forcez le passage du coup un peu. Donc on force le passage. Et vous rentrez. Et en fait, on y va. Et là, en fait, par bonds successifs, on arrive jusqu'à l'entrée du Bataclan. Mais le rythme, il est donné dès le début. Il y avait des corps partout qui jonchaient le sol. Des gens limite qui rampaient pour s'exfiltrer, des blessés graves, des décédés, et tout ça, c'est déjà dans la rue. Et en fait, au point où, alors psychologiquement, je me sentais prêt. Alors quand je dis je me sentais prêt, c'est à l'époque, j'étais en très bonne condition physique. Je venais de faire les championnats du monde en MMA amateur, en moins de 90 kg, donc j'étais plutôt sec et taillé. Psychologiquement, je me préparais pour les tests raids, et de fil en fait en aiguille, psychologiquement, je me sentais prêt. Mais tu vois, au fur et à mesure, donc de ce côté agressif, combattant, au fur et à mesure que j'arrive à l'entrée du Bataclan, psychologiquement, je me dis ouais, en fait, ce soir, en fait, on va peut-être y passer. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des bonds qu'on fait pour arriver jusqu'à l'entrée du Bataclan, on voit en fait donc du coup les copains qui se font rafaler, on voit les munitions qui passent, qui passent devant nous, qui ricochent sur le sol, des ricochets sur le sol. Enfin, tu vois, tu t'en souviens toujours, quoi. Et les collègues qui se replient en fait dans l'entrée. Tu les vois tes collègues se replier? Ouais, les collègues en fait ils sont repliés en fait dans l'entrée du. Ton patron de. Mon patron et son équipier. Donc tu le vois déjà, Donc là, t'es rassuré. Là, oui, on les voit. Là en fait on arrive juste dans l'entrée du Bataclan. Et là en fait il nous dit ouais, en fait on sait pas combien ils sont, on sait pas où ils sont, mais il faut y aller, ils sont en train de tuer tout le monde, quoi. Et il a fallu attendre en fait le procès pour comprendre qu'après en fait il nous a confondus avec l'unité de la BRI qui arrivait en renfort, en fait. Ton patron? Mon patron, ouais. Okay. Parce qu'en fait, on était, pareil, équipés en lourd, okay. On avait monté les cagoules. Vous ne pouvez pas vous reconnaître, même si c'était au quotidien Au quotidien avec nous, ouais. Mais bon, après, ça s'entend, il a reconnu aussi des effectifs parmi nous, enfin bref. Et donc toi, tu es là, tu vois, il se replie, tu te dis, il faut que j'avance, tu avances sur des corps qui gémissent, des corps qui vous demandent de l'aide. C'est ça, et là, en fait, là, on est vraiment dans le hall d'entrée du Bataclan. On n'a pas encore poussé les portes battantes, et là, on s'apprête à les pousser. Alors juste avant, en fait, au moment où il nous file l'info, etc., tout ça vite fait, mais alors ça paraît absurde, mais je prends quand même un temps juste dans l'entrée, tu vois, on a cette accalmie, vite fait, je prends mon portable. En fait, sur la route, j'avais pas le temps d'envoyer en fait un petit message à ma famille, donc j'avais juste préparé un je vous aime au cas où, et en fait j'envoie le message en fait. J'envoie le message, à ce moment-là, je suis déjà dans le Bataclan en fait. Juste je vous aime. Voilà, peut-être on va y passer en fait. Alors psychologiquement, je m'attendais en fait à ce soir-là que l'un d'entre nous y reste. Et en fait, donc on est prêt. Et là en fait, je pousse la porte battante, le bouclier qui se met dans la porte. Et là en fait, on est ébloui. Tu es deuxième de. Donc moi, je suis à deuxième position de la colonne. Et juste derrière le bouclier lourd. Je pousse la porte battante, le bouclier qui se met dans la porte. Là, une odeur de sang et de poudre. Donc le projecteur en fait, de la scène qui nous éblouit. Et là, en fait, tu as une odeur de sang et de poudre qui te prend au nez. Et le temps que la vision en fait, s'adapte. Et là, en fait, tu vois, c'est un carnage. Ils ont tiré sur toute la foule, donc ils ont tiré non-stop. Ça a dû durer, je pense, 10 bonnes minutes. Et en partant, enfin, évidemment, on a enjambé des corps. Il y en a plein qui sont morts direct. Et la salle, c'était un vrai carnage. Et vraiment, là, c'est donc une mare de sang au sol, des chargeurs tout de suite dans l'entrée. Donc il y avait plusieurs chargeurs au sol, de Kalachnikov, des douilles. Pareil, parce que du coup, en fait, là où on était, c'était exactement la position des tireurs qu'avaient pris les tireurs. Ils ont poussé les portes battantes. Ils étaient limite en ligne derrière la foule et ils ont rafalé en fait les gens en fait qui regardaient le concert. Et là, en fait, ce qui va se passer, donc du coup, c'est le calme plat, donc ébloui et que j'allais dire en fait tout de suite sur la droite, au sol, un gémissement. Donc là, la colonne elle commence à avancer tout doucement. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, tout de suite sur la droite, au sol, je vais avoir un gémissement. Et là, en fait, je suis attiré en fait, par la victime, en fait.
Qui demande de l'aide. Ouais, alors là, en fait, elle ne demande même pas d'aide. Ça, c'est encore après. Parce que je vois que tu te rappelles de l'histoire que je t'avais racontée à l'époque. Mais, Ouais. et tout de suite, là, à droite, d'abord, c'est un gémissement, oui. Mais au moment où je vais tirer, du coup, le corps, donc c'était un corps sans vie, une personne assez âgée. Et en fait, elle avait complètement embrassé un enfant. Ouais. Du coup, C'était pas le sien d'ailleurs, il me semble. Alors, c'était le sien. En fait, on apprendra avec le procès qu'en fait, c'était la grand-mère et la mère de l'enfant, avec un casque anti-bruit sur les oreilles. Et en fait, là, moi, ça m'a bloqué, en fait. Alors, tu vois, vraiment, je suis passé de la sphère, donc, tu vois, en hyper stress, en mode guerrier, en mode complètement sidéré et figé pendant quelques secondes. Et il y a mon collègue, là, Jeff, qui à un moment donné me bouscule et me dit, écoute, ça va? Et là, je le regarde. Ouais, ça va, c'est bon. Il y a eu un moment où tu étais sonné, quoi. Tu vois, ouais, ça m'a sonné, en fait. J'avais mon gamin, ma gamine, qui avait le même âge à l'époque. Et ça m'a resté... Quel âge? Elle avait 5 ans. Donc, elle avait 5 ans à ce moment-là. Et en fait, tu vois, je me suis projeté sur mon enfant, en fait. Et donc là, tu reprends du poil de la bête, et ouais, c'est bon, on y va. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc moi, je garde le corps, en fait, sans vie qui est au-dessus, donc je le tire, je garde tracté, qui était complètement, en fait, allongé, donc du coup, sur le gamin. Et le collègue, Manu, qui va récupérer, donc du coup, le gamin, et il va le passer, en fait, de bras en bras, et ça va sortir comme ça du Bataclan, il va sortir comme ça, en fait. Et donc ça, c'est la première victime, et là, en fait, on commence à avancer, et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre, en fait, en ligne, face à la zone dangereuse. Parce qu'en fait, les dernières infos qu'on avait eues, c'était que les complices, parce qu'on sait encore qu'il y a du monde dans le bâtiment. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas qu'ils sont montés à l'étage. On ne sait pas qu'ils sont montés à l'étage. On ne sait pas quel équipement ils ont exactement. Il y a beaucoup de flou encore. On ne sait pas le nombre exact. On sait juste qu'il y en a un qui s'est fait exploser et on sait qu'il y en a plusieurs qui ont rafalé. C'est tout. Parce que c'est calme, là. Ah, c'est calme plat. Là, c'est encore le calme plat. Et ce qui va se passer, là, c'est qu'en fait, on va crier ouais, les personnes valides, levez le bras. Donc là, ça va lever le bras. Et là, ça va commencer à parler. Dire, putain, mais dépêchez-vous, qu'est-ce que vous foutez c'est bon, il n'y a personne, allez-y. Mais on ne pouvait pas. Enfin, il manquait trop d'infos, on n'avait pas les infos, les ondes saturées. Et puis après, on ne va pas se cacher non plus, mais pour rester relativement aussi discret dans le bâtiment, l'intervention, elle se déroule avec une radio qu'on va allumer et qu'on va éteindre, parce qu'en fait, on a tellement été vite à s'équiper et puis après, il y a aussi des équipements qu'on n'avait pas parce que c'était pas disponible. Parce qu'il ne faut pas oublier mutualisation du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de notre matériel qui est utilisée par la journée. Ouais. Nous, on bosse de nuit. L'heure à laquelle on a pris, ce n'était pas notre horaire habituel. Du coup, on arrive plus tôt, on n'a pas de matériel, quoi. Donc, tu vois, donc des kits oreillettes, on les a pas. Enfin bref, en gros, c'était la radio qui gueule. Et puis, c'était un peu à l'arrache, quoi. À l'arrache. Bref, donc du coup, on va allumer la radio, on va l'éteindre. Quand on a besoin de communiquer, on va l'allumer. Mais en fait, en soi, c'est nous-mêmes qui s'organisons, quoi. Et donc moi, je suis à côté droit face à la coursive, qui va jusque la Seine et l'accès aux étages. La fosse face à nous. Il y a un autre équipage qui prend donc le côté gauche. Et le reste qui est derrière, juste devant le bar. Vous êtes combien à entrer du coup là? Vous êtes une dizaine, c'est ça? Ouais, on est une dizaine, ouais, une douzaine. L'équipe de la BAC 75N? Ouais, pas au complet. Parce que du coup, il ne faut pas oublier que nous, on était ceux qui faisaient du sport à ce moment-là. D'accord. Les copains arrivent Ils sont plus tard. encore arrivés. Et en fait, on va se faire rejoindre par la suite par les renforts. Donc là, je finis le côté, donc lever le bras. Et là, au fur et à mesure, en fait, ça va se lever. Ouais, les personnes valides, levez le bras. Ok. Une par une, vous allez avancer vers nous, les mains en évidence. Et là, ce qui va se passer... Parce que je ne sais pas s'il y a un terroriste qui est en train de faire semblant. Et... Donc là, il ne faut pas oublier que... un piège, quoi. Quand on va parler d'impliqués, dans les impliqués, effectivement, il y a les victimes, mais on va avoir aussi peut-être un terroriste potentiel ou un complice. Donc à un moment donné, il faut faire le tri dans tout ça. Et accessoirement, on va considérer tout le monde dans la même catégorie, impliqué. Oui, dangereux. Ouais, donc potentiellement dangereux, potentiellement ami, potentiellement ennemi. Là, c'est... Là, vous commencez à évacuer? Là, on commence à les faire venir vers nous, les mains en évidence. Vous laissez vos affaires sur place. Donc effectivement, tu as peut-être entendu parler de ça aussi dans les médias, les téléphones qui vont sonner. Et on va leur demander de ne pas répondre, de laisser vos affaires au sol. Ouais, mon téléphone, non, on s'en fout. Venez vers nous, vous les mains en évidence. Voilà, levez le t-shirt, avancez vers nous. Et en fait, on va prendre en compte les personnes au fur et à mesure, et ils seront pris en compte et fouillés par les effectifs derrière nous. En fait. Au fur et à mesure, on les avance, on les passe. Là, ils sont pris physiquement. Et on les passe de main en main, tu vois.
Et derrière, dans le hall d'entrée, c'est palpé rapidement. Et après, du coup, il y a une sorte d'OREA qui va être organisée pour acheminer en fait, les impliqués jusqu'au point de recueillement et faire le tri. Donc là, ils vont mettre est-ce que blessé, pas blessé, etc. Les morts sont laissés sur place. Plusieurs dizaines de blessés sont évacués. Les policiers les portent jusqu'à la rue Oberkampf, à la limite du périmètre de sécurité, où les secours les prennent en charge. Et toi, tu restes toujours à l'intérieur là. Moi, je suis toujours au même endroit. Donc là, moi, je suis sur mon point, face à la coursive. Je prends en compte, donc du coup, on gèle ce qu'on appelle la scène, donc toute la scène. Donc on va avoir, donc du coup, on va avoir des scènes qui vont nous marquer pour toujours. L'une des premières victimes qu'on va évacuer, donc elle a reçu une munition, enfin un tir de Kalachnikov en plein visage. Elle a une partie de la mâchoire en fait complètement arrachée. Elle va avancer vers nous et elle reste. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait elle a déjà eu beaucoup de chance. On l'a revue d'ailleurs après grâce au procès, mais c'est vrai que cette Gaëlle donc elle s'appelle Gaëlle. Une femme donc. Une femme qui va avancer vers nous, qui nous semble très jolie, mais qui a reçu aussi effectivement donc, du coup, cette munition en plein visage. Donc qui se retrouve complètement défigurée et qui va avancer vers toi, donc pris en compte aussi. C'est Alain qui va la recueillir. Et en fait, des petites scènes comme ça qui vont te marquer, tu vas en avoir plusieurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, après, il te reste que les personnes décédées ou celles qui sont blessées gravement ou celles qui n'osent pas se lever, qui sont complètement encore en phase de sidération. Il me semble que dans ce que tu m'avais raconté, il y avait une personne qui t'a parlé. Oui, alors ça c'est après. Mais qui n'a pas pu être sauvée. C'est ça, donc ça va arriver juste après. Juste avant ça, donc on a la première personne avec qui je parle, c'était un couple qui était juste derrière la sono. Donc là, tu vois, la table de mixage, tout ça. Et c'était un couple et je demande en fait à ramper vers moi. Et en fait, cette dame, elle dit non, je laisse pas mon copain. Donc c'était un couple, juste derrière la sono. Donc ils étaient les bras l'un dans l'autre. Voilà, rampez vers moi, madame. Non, je laisse pas mon copain. Et malheureusement, ce couple-là va décéder par la suite. Enfin, on apprendra tous les deux blessés. Alors tous les deux, ils étaient blessés gravement, mais à ce moment-là, quand on est encore là, là, ils sont encore vivants, mais malheureusement, ils vont décéder. Et là, en fait, donc, il va nous rester donc du coup que les personnes invalides. Plus personne ne bouge. Donc là, il va falloir continuer à progresser. Alors, l'action première, le but premier n'est pas le secours, mais d'abord neutraliser en fait les personnes qui restent. Et là, en fait, avec mon équipe, on va avancer donc du coup côté droit de la fosse. Là où il y a les escaliers. Ouais, donc là, on va avancer jusque donc du coup il y a une porte face à nous. Il y a la Seine sur la gauche, donc qui est à proximité, et tout au fond à droite, il y a la montée à l'escalier. Donc là, en fait, on va progresser. Et là, en fait, durant la progression, j'ai ma jambe qui va être attrapée vigoureusement en fait, par une personne au sol. Et là, donc je me retourne, je la braque. Parce que je suis surpris, hein, peut-être un terroriste. Hein, et là, en fait, je la braque et en fait, cette dame, donc c'était une dame. Donc tu la regardes les bras les yeux dans les yeux, et elle va me supplier de l'aider. Et en fait, moi, la seule chose que je vais faire, c'est je vais repousser doucement son bras avec ma Rangers. Vous inquiétez pas, madame, les pompiers, ils arrivent. Parce que malheureusement, en fait, je pouvais pas l'aider. Là, tout de suite, je pouvais pas. Vous inquiétez pas, les pompiers, ils arrivent. Et alors aujourd'hui, j'en parle avec une certaine retenue et un certain recul. À l'époque, ça a été compliqué. À l'époque, c'est entre le gamin qui te reste dans la tête, cette victime-là, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à progresser. Et à un moment donné, en fait, on va geler. Donc du coup, on est 4 effectifs à ce moment-là. Tu vas progresser côté droit. Donc chaque effectif va avoir ce qu'on appelle son sort. Secteur d'observation et de riposte. Donc un effectif qui va prendre en compte la porte, un qui va prendre en compte la scène, un qui va prendre en compte l'escalier et l'autre effectif qui va prendre en compte la salle. Sachant qu'aussi il y a les balcons. Donc on a les balcons qui sont juste on peut se faire tirer comme des lapins à tout moment. Ouais. Et en fait, là on attend les renforts. Les renforts n'arrivent pas tout de suite. Ça met un certain temps. Et donc ça a été relevé en fait lors du procès, parce que du coup c'était une des questions qu'on m'avait posées. Au bout de combien de temps les renforts arrivent? Je dis au bout d'un certain temps. Et au bout d'un certain délai, du coup, ils arrivent. Et là, ils réinsistent, c'est-à-dire. Et là, je dis un délai certain. Parce que l'objectif, c'était pas de faire une polémique. Mais à un moment donné, en fait, il fallait. Les calmer.
À un moment donné, il y a un mouvement de panique. C'est ça. Donc, à un moment donné, bon, bah, voilà, on gèle tout. Et puis après, en fait, ce qui va se passer, là, c'est, on va dire, l'humain qui parle. Sur moi, en fait, j'avais une tique de l'armée. Donc, il manquait que la morphine. Et en gros, c'était ma tique complète que j'avais gardée de l'armée. Tu vois, c'est la trousse de secours qu'on te donne quand tu pars en OPEX. Avec la morphine? Ouais, en opération extérieure. Sauf que j'avais pas de morphine. Parce que du coup, ça, il récupère tout ça. Mais du coup, j'avais gardé le kit complet. Accessoirement, j'avais été formé au secours et au combat. Et puis là, d'ailleurs, je salue un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre avec l'armée, parce que du coup, ça m'a beaucoup aidé sur ce genre d'opération. Parce qu'en fait, il y a des réflexes que tu as. Tu vois, ça faisait déjà X années que je faisais mes activités militaires, même en parallèle de la police, avec des opérations extérieures, etc. Enfin, des MCD, missions courte durée, etc. Enfin bref, plein de choses. Et du coup, là, en fait, j'ai appliqué ce que j'ai appris en fait à l'armée. Donc, j'ai ma tique sur moi, je donne mon fusil en fait à un de mes camarades. Et là, en fait, dans chaque groupe, chaque trinôme, chaque petite équipe qui gelait sa zone, en fait, ça descend dans la fosse. Et là, en fait, on fait du filtrage, d'extraction, du tri, URUA, urgence absolue, urgence relative. On va attraper donc du coup tout ce qu'on a en fait, dégagement d'urgence dans un premier temps, poste de garrot, parce que là du coup voilà, on était dans la zone d'exclusion, donc on peut pas faire ce dont elle avait besoin, cette dame, c'était d'être garottée parce que... Garottée rapidement, idéalement ça aurait été ça. Après, alors pour être tout à fait transparent, je ne me suis pas attardé sur ses blessures à elle tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en descendant dans la fosse, du coup, je tombe donc je vais apprendre son prénom à terme, mais sur Hans. En fait, ce monsieur, en fait, il avait reçu plusieurs balles. Donc lui, je le récupère juste devant la scène. Et on l'arrache avec Titi, on l'arrache de la scène jusqu'à l'entrée. Et là, je me retrouve donc du coup à faire une exfiltration à l'aiguille. Donc du coup, je le dessape un peu violemment parce que du coup, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec lui après. Oui, on en reviendra après parce que tu as évidemment gardé contact avec les victimes. Alors en fait, c'est bêtement en fait lors du procès, quand j'ai témoigné, en fait, il y a plusieurs victimes qui sont venues me voir parce qu'en fait, réellement, j'ai pas tenu. Le but, c'était pas de rechercher les victimes en tant que telles. Mais quand j'ai témoigné, en fait, les victimes sont venues me voir, m'ont dit merci. En fait, je savais pas qui c'est qui m'avait ramené ici. C'est là où tu as échangé. Mais du coup, si on reste sur cette scène-là, donc tu as continué à exfiltrer le plus possible. C'est ça. Et ensuite, geste de secours. On est sur place, Donc là, en fait, il y a eu du tri qui a été fait, donc URUA, urgence absolue, urgence relative, des gestes de secours, d'accord, qui m'ont été... Parce que tu ne pouvais pas les exfiltrer parce que c'était trop mal en point. Oui, enfin non, mais même très mal au point, on a tout arraché. Enfin, quand je dis, c'est simple, hein, quand on fait du tri, en gros, conscient ou inconscient. T'es conscient, ok, recherche démorale, donc on va l'attraper, on va la ramener donc tout de suite dans l'entrée. Et ça a duré combien de temps cette... Franchement, à mesurer, ça a duré des heures. Enfin, des heures. T'as eu l'impression que ça durait des heures en fait. Ah, mais moins 2 heures, avec certitude. 2 heures avant que la BRI arrive? Je dirais 1h30 sûr. 1h30, ça c'est sûr et certain parce que... Donc pendant 1h30, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas où sont les terroristes, et tu restes en tout cas près de la fosse à soigner, exfiltrer. C'est ça, donc fosse, hall d'entrée, on fait des allers-retours. Et en fait, et dans le hall d'entrée, en fait, je me retrouve au-delà des dégagements, du coup... Donc là, l'idée, c'est plutôt ça que d'aller chercher où sont d'éventuels terroristes et à tout vérifier. En fait, la problématique, c'est que en termes d'effectifs, on n'est pas assez nombreux. Ouais. Et quand on va geler en fait un accès, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu vas avoir un effectif équipé sur une porte, un effectif pour monter à l'escalier. Tant que c'est pas reconnu, tu peux pas continuer à progresser. Bien sûr. Donc en fait, en termes d'effectifs, on peut pas aller plus loin. Donc comme la fosse, entre guillemets, elle était gelée, dans la fosse, on ne pouvait rien avoir de plus. Hein. Là, tel que c'était organisé, on ne pouvait pas avoir de... Alors il y aurait pu y avoir effectivement une grenade cachée, un terroriste avec un gilet, ça aurait pu être possible. Mais le risque, il était limite acceptable. Enfin, en tout cas, plus acceptable. Si on continuait la progression,
La fosse, en fait, elle n'est pas gérée. La menace, elle aurait pu revenir dans notre dos. Donc, en fait, au fur et à mesure en fait, que la colonne Et qui avançait, prend cette décision justement de ne pas progresser, d'attendre les renforts? Non, en fait, réellement, c'est aussi bizarre que ça puisse être. C'est le bon sens de la situation? C'est le bon sens de la situation. Et puis réellement, il n'y avait pas d'ordre en tant que tel. Parce que ton patron, il est toujours dedans? Donc là, à ce moment-là, le patron de la BAC, lui, il est à l'extérieur. Ouais. Et il va en fait être amené à coordonner plus ou moins ce qui s'est fait. Puis j'ai envie de dire, au vu de ce qu'ils ont fait avant, vaut mieux qu'ils prennent un certain recul, quoi. Okay. Donc c'est vrai que nous, on va avancer au fur et à mesure dedans. Lui, il sera amené donc, du coup, à faire effectivement des allers-retours entre la salle de spectacle et les unités qui vont arriver. Parce que du coup, il sera plus dans un rôle de coordination que d'intervention en tant que telle. Et l'une des problématiques qu'on va rencontrer, ah oui, j'ai oublié aussi un petit point qui n'est pas un détail en tant que tel. Tout à l'heure, quand on a parlé du fait que les personnes valides levaient le bras, avançaient vers nous, etc., à un moment donné, on a un mouvement de foule. Genre tout le monde veut sortir d'un coup. Et là, en fait, on se retrouve limite à mettre un coup de canon, à crier tout le monde au sol. On a dit une par une. Et là, en fait, la foule, elle se calme, elle se remet tout de suite au sol. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai un de mes effectifs, du coup, qui a limite trébuché. Et en trébuchant, en fait, en fait, tu vois, le collègue, il était typé maghrébin, il est devenu blanc, enfin, il a trébuché, et en trébuchant, son bras est rentré dans des viscères. Tu vois, et quand je t'ai dit on s'est équipé rapidement, tous les gestes de secours se font sans les gants. Donc, tu vois, après, tu vas voir, le matin, quand je vais rentrer à la maison, j'avais beau avoir pris une douche avant de rentrer, j'avais encore l'odeur de sang sur mes mains, mes doigts, sous mes ongles. Tu vois, ça te reste dessus pendant longtemps, et puis en plus tu dors pas. Donc du coup tu fais tous ces gestes. Dans les gestes de secours, j'ai fait du packing, j'ai fait du garrot, j'ai fait une exsuffation à l'aiguille, j'ai fait mais vraiment tous les gestes que j'ai pu apprendre en secours tactique. Sur combien de personnes, tu as une idée? Franchement, on va dire les gestes les plus intrusifs, il y a eu 5-6 personnes de manière très intrusive. Exsuffation à l'aiguille, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est tu vas faire un trou dans la cage thoracique pour faire dégager en fait l'air qui va comprimer le poumon et qui va étouffer la victime. Bon là je te fais un gros résumé. Mais du coup ça a été habilité, enfin en tout cas à le... Alors on m'a posé la question au tribunal. Oui. On m'a posé la question, on m'a dit écoutez, c'est un geste de médecine. Oui mais bon, en fait c'est une médecine de guerre. Non mais c'est une médecine de guerre. On m'a dit vous n'êtes pas médecin. Je fais non, vous pouvez toujours me radier de l'ordre des médecins. Mais en tout cas, ça t'a permis de sauver des vies. Ça a permis de sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a certains gestes comme ça qui sont presque anodins. Tu sais combien de vies tu as sauvées là aujourd'hui? Non, franchement, je ne sais pas. Parce que tu ne sais pas si tu as sauvé tous les gens à qui tu as prodigué des soins. Là, les gens qui sont venus boire, il y en a eu une dizaine. Parce qu'ils m'ont reconnu au procès quand je dis reconnu... oui, ils savaient qu'il y avait les premiers policiers qui étaient là et que tu en faisais partie. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils viennent nous voir de manière automatique. Après, il y a même des gens qui m'ont décrit leur situation. Je fais écoutez, non, moi ça me dit rien. Donc, et puis j'ai envie de dire, c'est pas moi, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a sauvé. En fait, nous, on a juste fait, entre guillemets, on a juste, entre guillemets, avancé les victimes. Et, ce qu'on pouvait faire nous à notre niveau, on l'a fait, mais réellement, j'ai envie de dire, c'est un travail collectif. C'est le premier effectif de police secours qui va arriver, qui va tendre leur balise pour éviter le suraccident. Ça va être l'équipe du 94 qui va tirer des coups de feu pour confiner la menace. Ça va être mon patron et son équipier qui vont effectivement tirer sur l'un des terroristes, qui va faire que les gars vont se retrancher à l'étage. En fait, c'est tout ça qui va faire qu'il y aura moins de victimes. Et je ne vais pas m'attribuer, j'ai envie de dire, j'ai fait mon boulot, quoi. Après, voilà, donc on fait tout ça. Boulot, mais ça t'a marqué. Ah ben ça m'a marqué. Et ça te marquera à vie. Ça marquera à vie. Tu sais, après les événements, presque un an après, ça me rongeait. En fait, je me suis refait tous les scénarios tactiques après tout ça. Pourquoi, du comment. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité de ne pas avoir peut-être fait mieux? Tu sais, tu vois, quand j'ai expliqué les gestes de premier secours, la première victime que je récupère avec l'exsufflation à l'aiguille, la deuxième, je lui fais donc du coup un pansement compressif autour de la tête. Donc le gars, il s'est pris une balle en pleine tête. Il n'a rien eu. Et juste, en fait, il y a une partie au niveau anatomique. Tu as le frontal, pariétal
et occipital. Et lui, en fait, s'est pris une munition juste sur le côté, qui lui a fait sauter une partie de la moelle crânienne, et il n'avait rien. En plus, c'est pas très vascularisé, donc il saignait pas. Alors si, il saignait abondamment. Ah, si, il saignait. Mais par contre, tu vois que donc pansement compressif, je le ramène, le gars il m'insultait, il me parlait normal presque. Il t'a insulté? Ah, il m'insultait. En fait, il y a des gens qui ont fait des gestes. Tu sais, quand tu fais un packing, à un moment donné, je récupère une femme, donc juste au niveau de l'aine, donc elle s'est pris donc du coup une munition au niveau de la cuisse, hémorragie importante, donc je fais la palpation, je repère l'hémorragie donc du coup au niveau du fémur, donc suspicion que l'artère fémorale soit touchée, etc. Le packing, en fait, tu vas prendre une compresse hémostatique que tu vas en fait rentrer dans la chair et tu vas venir boucher un petit peu comme si tu mettais en fait... Comme une mèche, mais... Comme une mèche, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est le pansement, tu vas rentrer. Donc un doigt va remplacer l'autre dans le but d'arrêter l'hémorragie complètement. Et hop, pansement au-dessus, etc. Mais je peux dire que quand tu fais le geste, pour la personne qui subit ce geste-là, elle va essayer d'enlever tes mains, elle va t'arracher même les mains. Hein. Parce que du coup, tu rentres dans sa chair, tu vas rentrer tes doigts de plusieurs centimètres dans la cuisse. Parce que le but, il ne faut pas oublier que le pansement hémostatique, enfin le pansement que tu vas introduire dans la plaie, tu vas le pousser et le compresser jusqu'à l'os presque. Hein. Donc du coup, tu vois, ça te laisse imaginer un peu jusque... Donc les personnes t'arrachent les bras, enfin, les mains pour pas que tu t'opères. Et après, à la fin, pansement, etc. Et puis après, tu vas chercher une victime. Hop, pareil, tu vas l'arracher, tu vas le palper, recherche d'hémorragie en priorité, parce que en genre de situation comme ça, souvent les victimes vont décéder plus d'hémorragie, qui va entraîner en fait des arrêts cardiaques, etc., plus que d'autres choses. Donc d'abord, on va chercher priorité. Donc en fait, c'est un principe, du coup, c'est ce qu'on appelle le TEC, Tactical and Emergency Consular Care. Donc le secourisme au combat, ça s'inspire aussi de ce principe, ou du T3C, enfin c'est des techniques un petit peu T3C qui est militaire, et TEC qui est une version civile. Il n'y a que toi qui fais ces gestes, parce que c'est cette formation militaire que tes collègues n'ont pas. C'est ça. Donc en fait, après mes collègues, eux, ils avaient eu l'occasion de faire du garrot, donc ils ont fait ce qu'eux pouvaient faire. Moi j'ai été un petit peu plus loin parce qu'il y avait certains gestes que je connaissais, mais et puis après, réellement en fait, je me suis pas posé la question, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Bien sûr. À un moment donné, c'est et ça c'est quelque chose que je vais dire au tribunal. Et je vais même poser la question, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, oui, vous avez fait ça, pourquoi ? Et là, je vais leur poser la question en leur disant, qu'est-ce qui est au-dessus de la vie ? Tiens, je te pose la question, qu'est-ce qui est au-dessus de la vie ? Rien, évidemment. Il n'y a rien. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je leur dis, il n'y a rien. Donc comme il n'y a rien, à un moment donné, alors oui... Soit la mort, soit ça, donc... Soit la personne est morte... Puis tu n'as pas envie de débattre quand tu es dans l'action, tu ne débats pas. C'est ça, tu débats pas, tu fais... Tu as ton instinct, tu as ton... Et puis en fonction de ton expérience. C'est ça. Donc c'est vrai que tu vas faire. Et au fur et à mesure, en fait, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. À un moment donné, j'ai plus rien dans ma tique, donc dans ma trousse de secours, j'ai plus rien. À un moment donné, tu prends avec ce que tu as. Donc ça va être après du garrot de fortune, ça va être des fringues que tu vas récupérer au vestiaire du Bataclan pour du coup faire du garrot, donc garrot de fortune, etc. Des barrières Vauban qui vont être utilisées pour pouvoir dégager des victimes, etc. etc. Et là, soulagement, on a... Tu veux dire en tant que brancard ? Ouais, en tant que brancard. En plus, la barrière, elle pèse 1 tonne. En plus, elles sont lourdes, les barrières Vauban. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens de celles qui avaient été là-bas. Les collègues, ils dégageaient. Certains collègues voulaient absolument des barrières. Parce que du coup, c'est vrai qu'on t'apprend une position latérale de sécurité, ça doit être mis sur le côté délicatement, etc. En situation comme ça, tu prends, t'arraches, tu le mets sur le côté, tu dégages comme tu peux. En plus, je suis formateur en secourisme. À un moment donné, l'une des premières victimes que je dégage avec Titi, celui à qui je fais le pneumothorax, à un moment donné, on le dégage. Le gars, il est face au sol. On prend chacun une main et en fait, on va le traîner parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'équipement. Donc presque 30 kg de matos sur soi. Je suis des gouttes grosses comme mon pouce. Entre la cagoule ou le tour de cou qu'on avait monté, le casque lourd et tout le bordel. Mais tu transpires comme pas possible, donc tu prends comme tu peux. Et cette personne-là qu'on va dégager, tu vois, même si on t'apprend en formation, la personne elle doit être sur le dos, dégagement d'urgence par les bras. À un moment donné, on le tire, il est face au sol, on le tire comme on peut. Et c'est quand on arrive en fait à l'escalier, Titi il me regarde, il me fait on va peut-être le retourner.
Je fais ouais, on va le retourner, ouais. On va le retourner, puis hop, et puis on monte de l'autre côté. Mais tu vois, t'as beau être formateur. Ouais. Dans l'urgence, tu fais comme tu peux. Les renforts arrivent. Donc là, il y a la lourde de la BRI qui arrive et qui va, donc du coup, elle doit arriver aux alentours de 23h40, 45. Et du coup, va prendre en compte l'étage. Donc eux vont monter à l'étage. Il faut savoir que quand on parle d'effectifs de la BRI, il ne faut pas oublier qu'il y a les effectifs dedans de la BI, la Brigade d'intervention de Paris, qui est dedans. Il va y avoir des effectifs du RAID, de la BRI, et aussi la brigade canine, donc en fait qui sera amenée à renforcer aux besoins de la BRI. Là, ils doivent être. Donc il y a les aimants de la FIR aussi, de la force d'intervention rapide. Donc, eux vont arriver plus tard. Enfin, plus tard, vont arriver avant la lourde, entre guillemets, le plus gros des effectifs. Et ouais, ils sont une bonne dizaine, une bonne vingtaine quand ils arrivent. Donc eux prennent en compte l'étage et du coup l'assaut. Quand ils arrivent, vous continuez à vous occuper nous, des en fait, victimes. on reste sur notre zone. En fait, le truc c'est que tu vois, c'est un petit peu ça va se faire en fait en forme de relais. C'est ça, c'est en tactique, c'est-à-dire ouais. que. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un élément qui va avancer. Ils vont les progresser. Il est sur une problématique. C'est pas grave. Il reste sur cette problématique-là. Les effectifs suivants vont surpasser, vont prendre la deuxième problématique et ainsi de suite. Okay. Et ainsi de suite. C'est un peu comme tu vois, quand tu progresses en tactique, les éléments avancés vont prendre en compte la première porte, le reste va continuer à progresser le long du corridor, etc., etc. Et donc eux prennent l'étage, nous on finit ce qu'on a à faire en fait au niveau du rez-de-chaussée. On entend effectivement l'assaut qui est donné à l'étage à minuit 18 exactement. Et l'assaut terminé à l'étage, après on finit d'évacuer du coup tout ce qui reste dans le bâtiment. Donc tu es resté jusqu'au bout en fait. On est resté jusqu'au bout. Donc on est resté jusqu'au bout, à la fin on sort du bâtiment, et là en fait on est devant le Bataclan. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu sors du Bataclan en fait, donc on évacue tout le monde. Donc là, en fait il reste que les décédés dans le bâtiment. Hein. L'intervention complète est finie, on évacue avec le reste des collègues donc les effectifs donnés à l'étage, et là en fait on est devant le bâtiment. Donc là on est en attente. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? C'est fini? Alors on se dit pas que c'est fini. En fait, on a l'impression d'avoir vécu une scène surréaliste. Avec les collègues, on se regarde, mais c'est le calme plat. Et puis on se regarde tous mutuellement. Hein. Tu vois le visage de ton collègue qui est couvert de sang parce que du coup tu fais les gestes de secours. Ouais. Tu fais les gestes de secours et tu t'aperçois que tu transpires, donc tu vas t'essuyer le visage, mais en fait tu as du sang sur les mains, donc du coup tu te mets du sang sur le visage, etc. Et en fait quand tu sors du bâtiment, tu t'aperçois en fait que tu es couvert de sang. Enfin, moi je suis couvert de sang. Je suis couvert de sang et que je veux dire, et du coup ma tenue elle est vraiment couverte de sang, quoi. Et l'un des éléments, alors peut-être c'est ça tu fais allusion, quand je suis sorti du bâtiment en fait, on s'est vraiment mis en retrait et on est vraiment limite avec la zone entre guillemets qui interdit au public de venir sur zone. Et j'ai une dame effectivement qui m'interpelle. C'était une bonne sœur, tu vois, avec le voile, avec tout ça, tu vois, catholique, voilà, une bonne sœur. Une sœur qui vient me voir en fait et monsieur, ça va, vous savez, je vais prier pour vous, etc. Et, enfin, alors ça m'a interpellé parce que du coup, j'étais avec deux autres collègues qui étaient à proximité et ce soir-là, je l'ai gardé, hein, elle m'a offert en fait 3 chapelets. Donc 3 chapelets de prière. Alors je ne suis pas spécialement croyant pratiquant, je suis même peut-être plus croyant, enfin tu vois, ou pas, enfin en fait je ne sais pas. Et, mais en tout cas je les ai gardés. Et elle m'a donné donc du coup 3 chapelets, donc pour moi et mes 2 autres collègues. Et elle m'avait donné aussi une petite relique d'une sainte qui était avec une prière et un morceau du voile de cette fameuse sainte. Voilà, ce soir-là, donc du coup ça je l'ai gardé. Et donc ça elle m'a donné ça ce soir-là. Et après donc du coup donc merci madame, merci beaucoup. Puis en fait les collègues l'ont pas pris, du coup j'ai gardé les 3 et au final j'en ai donné un à mon frère qui est gendarme et enfin voilà. Donc là, on a l'impression que en fait, ce qu'on a vécu, en fait, c'est pas réel. C'est ça, c'est surréaliste. Et donc là, je rejoins mes camarades devant le Bataclan. On est au milieu. Et en fait, à un moment donné, et là, pareil, hein, enfin, là tu passes en mode encore énervé. Tu as une compagnie de CRS qui arrive, la CRS 1 qui arrive. Et il y en a un qui fait « Allez les gars !» Il frappe dans ses mains et il me bouscule. Genre, il m'accompagne. Tu dégages. Donc je me retourne
et en fait c'était un commandant de la CRS 1. Et là en fait il y avait le médecin du raid qui était là. Et le médecin du raid, il leur dit c'est bon les gars, ils étaient dedans en fait depuis le début là. Il fait non mais j'ai des ordres en garde sur place, raid BRI et secouriste. Et là en fait, non mais je fais mais t'es sérieux là et du coup il y avait notre patron et son équipier qui étaient là aussi avec nous. Il fait bon allez c'est bon les gars, de toute façon on se replie. Et là en fait on est amené à se replier, on va direction du coup le parc auto. Donc effectivement le CRS 1 se met en place parce qu'il y avait le président de la République qui arrive. Être là pour mesurer cette tragédie, l'abomination que les barbares ont commise ici, le plus dur lieu de la capitale, avec la volonté de tuer le plus possible. Je ne peux pas établir encore, au moment où je m'exprime, le nombre de décès. Le président qui arrive sur zone avec le Premier ministre, etc. Et donc nous, on va au début direction Parc Auto. Sauf que ils ont besoin de monde pour sécuriser le bus où ils ont ils ont mis les impliqués. Donc toutes les personnes qui n'étaient pas blessées, mais on ne savait pas s'ils étaient victimes, témoins ou complices ou terroristes. Du coup, ils étaient tous dans les bus. Donc là, on garde les bus. Donc pareil, couverts de sang. Les bus partent. On se retrouve donc du coup plus loin à faire de la circulation. Donc pareil, couvert de sang. Je ne me rappelle même plus c'est quel bar, parce que ce monsieur, j'aurais été le remercier, parce que du coup, je suis tellement couvert de sang qu'il y a un des barman qui est là à côté, il me fait voulez-vous rincer, monsieur? Parce que franchement, c'était, tu prenais ma tenue. À un moment donné, quand je fais le packing à la nana, à cette dame, il y a une giclée de sang. Tu vois, c'est vraiment comme si tu pressais un fruit, mais fort, quoi. C'est assez puissant, enfin, je veux dire, le truc. Et pour me rincer, et en fait, on se rince vite fait au fur et à mesure. Il nous offre un café aussi au passage. Et en fait, on quitte les lieux vers 3h du matin. Donc en fait, 3h du matin, on quitte les lieux, on retourne à la base. Et là, à la base, donc le temps se passe. On a une amicale. Donc du coup, l'amicale ouvre, nous offre à tous un café, une petite collation et tout. Ça va les gars? Oui, ça va. Mais c'est calme. En fait, c'est super calme. En fait, tout le monde était encore d'acquiescer le coup de ce qui s'est passé. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est vers 3h du matin. Vers 3h du matin, 4h du matin, on nous apprend quoi? On nous apprend que, soi-disant, un des complices a été repéré, rue de Charonne. Et le raid et la BRI sont occupés. Du coup, c'est à nous d'y aller pour aller le récupérer à domicile. Donc, tu dois récupérer donc un terroriste qui s'est retranché? Soi-disant un terroriste, voilà, qui s'est retranché. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'individu en question, en fait, serait descendu dans la rue. Il aurait tiré des coups de feu en fait, dans la rue en disant qu'il va venger ses frères musulmans. Et il n'a plus de munitions, il va rentrer chez lui pour soi-disant en récupérer. Et sur la montée de l'escalier, en fait, pour rentrer chez lui, il croise son voisin, il lui met un coup de crosse au visage en disant qu'il va venger ses frères musulmans. Et là, il rentre chez lui. Ça, c'est l'histoire qu'on a au départ. Ouais. Et en fait, quand on arrive sur place, donc c'est genre au 13e étage d'une tour. Donc tu montes par les escaliers, tu montes pas par l'ascenseur. Donc du coup, tu es déjà bien entamé de ta soirée. Tu apprends ça en plus, donc du coup, au service, on nous dit bon, il y a des volontaires. Oui, volontaires. Et donc on est une dizaine de volontaires. Et on met en place une colonne pour aller chercher ce monsieur. Donc on met en place la colonne elle se prépare. Et je suis habilité door raider. Donc c'est un vérin hydraulique pour casser les portes. Et sauf que le door raider, il n'est pas dispo. Parce que du coup, il y a l'unité de jour qui avait pris son service, ou qui allait prendre son service. D'où le manque de... Et du coup, le matériel, le door raider, il n'était pas là non plus. Donc je dis, non, on va l'attendre, parce qu'au début, on fait, c'est bon, j'ai ramené le matos, et on me ramène un pied de biche. Tu vois, le hooligan bar, là. Je fais, non, on va pas forcer la porte avec ça. On attend le door. Au moins, tu vois, tu t'installes le door. Tu te caches, parce que du coup, tu as une poignée pour faire plier la porte à distance. Et au moins, ça te permet de te protéger si jamais le gars il rafale à travers le mur. Ouais, bien sûr. Ça te permet de te protéger, quoi. Donc du coup, négatif, on attend le door raider. Et en attendant, en fait, la colonne, elle se met en protection. Avec, du coup, tu as 2 murs de béton qui nous protègent. Très silencieux, donc le gars, il ne nous repère pas.
Et là, en fait, à un moment donné, tu entends la musique à fond dans son appart, tout le temps. Le gars, il nous a pas repérés. Et tu entends le trousseau de clés qui s'agit derrière la porte. Donc là, on se dit, ouais, le mec, il arrive. Il va sortir. Donc là, la colonne se remet tout de suite en place. Je me remets donc du coup derrière le bouclier lourd. Et là, la porte s'ouvre, le bouclier lui rentre dedans, moi je lui rentre dedans. Là, il s'est pris la foudre. Et hop, je le menotte et je récupère donc palpé et je récupère un Glock, donc pistolet automatique. Ah oui, donc il était bien armé. Il était bien armé, donc un Glock 17, donc au niveau du creux lombaire. C'était un 17 ou 21, je sais plus. Enfin bref, je récupère son Glock, creux lombaire. De là, je te cache pas que j'étais plutôt chaud. J'ai chopé le gars, donc, et là je l'ai traîné, mais jusque dans le couloir. Pendant ce temps-là, le reste de la colonne fouille l'appart et on récupère ce gars. De là, du coup, l'individu, on le récupère en question. Il avait un survêtement, donc là pareil, ça c'est un élément qui m'est resté en fait en tête. C'était un gars qui avait passé les tests Légion étrangère. Il s'est fait dégager, parce que du coup le gars il ne correspond pas ou ils ont dû relever une problématique. Mais il avait gardé ce survêtement de la Légion étrangère. Parce que quand tu vas passer tes tests à la Légion, il te file un survêtement, il te file des slips, il te file de quoi entre guillemets t'équiper le temps de passer tes tests. Tu fais pas l'affaire, hop, dégage. Mais après ça c'est du consommable. Ouais. Bref, et du coup il y avait ce survêtement de Légion étrangère, c'était un Algérien, survêtement de Légion étrangère, qui s'est fait dégager et voilà. Donc là, lui on le ramène et il s'avère qu'en fait il n'y avait pas de lien direct avec les autres, mais c'était un gars qui a profité de l'opportunité pour C'était un terroriste potentiel, mais qui n'avait pas, il n'y avait pas de ramification avec c'est ça. Ceux du Bataclan. Voilà. Donc après l'affaire se fait, on le ramène et là en fait je vais rentrer chez moi aux alentours de 9-10 h du matin. Donc c'était une grosse nuit, parce que du coup tu vois, tu fais un tour de cadran. Et là en fait tu n'arrives pas à dormir, enfin tu peux pas. Et j'ai fait comme d'habitude. Je vais à la fin de service, j'avais pris l'habitude de passer à la boulange, d'arriver à la maison, tu vois, de ramener les petits pains pour la famille. Et là en fait tu fais ce que tu fais d'habitude, tu poses tes proches, ils te demandent ça va Eux ils ont rien compris de ce qui s'était passé ou... Ils n'ont pas compris. En fait, t'es sûr que ça va? Ils n'étaient pas au courant de ce que tu avais fait? Non, mais personne n'était au courant en fait là. Et puis même en tant que tel, et puis là tu leur dis. Et ils étaient au courant qu'il y avait les attentats ou même pas? Ouais, si, en fait. Mais ils ne savaient pas que toi tu y étais? Ils étaient au courant en fait. Pour la plupart de mes proches, en fait, ils n'étaient pas. Enfin, alors il y avait ceux qui étaient vraiment au courant, genre par exemple mon père et ma mère. Eux, ils ont suivi le truc en direct. Donc là, c'était. Mais ils ne savaient pas que tu y étais? Ouais, alors ils ne savaient pas que j'y étais, mais en même temps, au vu des images qu'ils ont vues, tu vois, mon père, tu vois, il a capté tout de suite. Il s'est soupçonné. Quand il a vu les voitures, quand il a vu les Passat ou mon déo noir avec écrit police dessus, il savait que à c'était Paris, toi. À Paris, il n'y avait pas 50 000. Et ton épouse, quand tu es rentré? Et elle, en fait, alors, chose du destin faisait que j'étais en pleine séparation. Donc on était même divorcés à ce moment-là. Non, j'étais pas encore divorcé, c'était en cours, quoi. Séparation consommée, remis, enfin bref. Bon, le Bataclan a fait qu'on s'est séparés définitivement parce que du coup, là c'était compliqué. Et donc séparation complète et que je veux dire, par contre là t'arrives pas à dormir, quoi. Enfin, et quand tu dis que t'arrives pas à dormir, ça a duré combien de temps? Franchement, ça a duré des mois. Enfin, quand je dis des mois, c'est en fait ce qui s'est passé après les événements, c'est que tu. On t'a proposé un psy, les services de police, Alors, je vais te dire oui et non. En fait, tu as une petite réunion d'information, un psy de manière collective. Ceux qui veulent parler. Après, t'es en groupe, t'as pas envie de parler. Non, t'as pas envie de faire celui qui est le plus faible, en fait. C'est ça. Et puis en plus, tu vois, je partais dans l'idée où, tu vois, mon objectif c'était d'aller au raid. Donc, tu vois, le gars qui commence à ouvrir sa bouche, c'est pas bon. Hein. Et en fait, bon, le tout mis bout à bout, c'est fait qu'à un moment donné, du coup, tu parles un petit peu. Tu dis que ce que tu aurais voulu, comment tu peux faire pour améliorer les choses. Puis après, surtout, c'est après les événements, tu as eu pratiquement 3 à 4 mois de perquisitions administratives qui ont été enchaînées. Donc des fois, on se retrouvait à faire 2 ou 3 perquisitions administratives la nuit. Donc en fait, tu enchaînais les objectifs, des mecs qui étaient fichés S, tu tapais aussi des objectifs que d'habitude la PJ n'avait pas forcément, tu vois, parce que avec les contraintes horaires, les mecs, tu vois, ils sont au courant. Perquisition, c'est de telle heure à telle heure.
Le plus compliqué à vivre, ça a été peut-être aussi la non-reconnaissance que tu as ressentie. Seules 2 médailles pour les héros du Bataclan, c'est ce que dénonce le député européen Mathieu Vallet. C'est une honte, la nation n'a toujours pas rendu hommage à nos anges gardiens, à nos héros anonymes qui ont fait face aux terroristes islamistes le 13 novembre 2015 au Bataclan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a 2 grands policiers qui ont été décorés, sauf que à peu près 50 policiers de la BAC du Val-de-Marne départementale de nuit, de la BAC 75e de Paris et de la brigade de recherche d'intervention de la préfecture de police et du RAID n'ont toujours pas été décorés, ni Légion d'honneur, ni Ordre national du mérite. En fait, ce qui est compliqué, c'est que toi, t'enchaînes, tu fais tout, puis en fait, après, à un moment donné, on te dit, bah non, en fait, vous y étiez pas. Je comprends ça, on n'y était pas. Et puis après, même limite, tu vas en parler à tes proches. Tu vois, tu as une période où tu es hyper actif. Moi, j'ai une période où j'étais hyper actif. Même tes proches ne te croyaient pas? Mes proches tu sais... Genre t'es mytho? Ah, t'es un mytho. C'est la BRI en fait, c'est ça? Oui, c'est la BRI. Et après, tu vois, là où la BRI, et là je vais montrer du doigt M. Molmy, Molmy qui était le patron de la BRI à l'époque, il joue sa carte de communication à fond. Enfin, quand je dis il joue sa carte de communication... Alors, sur papier... la BAC 75 fait partie de la brigade anticommando de la BRI. Sauf que bon, c'est sur papier, c'est officiel sans lettres, c'est pour gonfler des effectifs. Le pompon, c'est les remises de médailles, c'est ça? Après, c'est remise de médailles. Après, tu t'aperçois qu'en fait, il y a des gens... La BRI, ils ont été médaillés, ils ont été reconnus? Alors, ils ont eu... Mais vous, la BAC... pas tout de suite, en fait. Il a fallu attendre des mois. Et en fait, c'est le maire de... C'est Stéphane Baudet qui va parler de nous à Emmanuel Valls, donc le maire d'Évry-Courcouronnes, le successeur d'Emmanuel Valls, qui va parler de nous en fait à Valls pour dire, oui en fait dans le déroulé, il ne faut pas les oublier quoi. Il y a eux. Et là en fait c'est notre ministre Emmanuel Valls qui va donc du coup parler au ministre de l'Intérieur pour dire qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Combien de temps après? Ça c'était 6-7 mois après. Ouais, 6-7 mois après. De là on nous a demandé un rapport. Le rapport, je ne suis pas sûr que vraiment ça a été pris en compte ou lu, mais néanmoins, en fait, à un moment donné, tu vois, quand je suis reçu par différentes autorités et qu'on me dit ferme ta gueule, en fait, tu as aussi le devoir de rendre compte. À un moment donné. Pourquoi on te dit ferme ta gueule? Parce que je sais pas. Il n'était pas de bon ton que en fait vous l'ouvriez et que. Ouais, après ça fait. Après le but c'est pas de quémander, mais à un moment donné, quand tu as des camarades à toi ou leurs femmes, parce que bon, moi limite j'ai été tout seul. On va dire que j'ai pu acquiescer le coup. En fait, réellement, j'attendais rien de l'administration. Oui, tu m'expliquais qu'il y a des couples qui ont été impactés. Ah oui, moi parce que justement, il n'y a pas eu de reconnaissance et qu'on les a pris pour des mythos aussi. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, incroyable. Moi j'ai des collègues, quand à un moment donné, ils ne sont pas bien et ils demandent du soutien de leur famille, de leurs femmes ou de leurs enfants, en leur disant écoute, papa, ils ne se sentent pas bien parce que. Il a mal vécu le Bataclan. Il a mal vécu le Bataclan, c'est compliqué. Et on leur dit mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, c'était le raid et la BRI là-bas. Vous avez été faire quoi? On ne parle pas de vous. Et en fait, le tout mis bout à bout fait qu'à un moment donné, il y a des couples, il y a eu des divorces, il y a eu des collègues qui sont tombés dans l'alcoolisme, dans l'addiction au jeu, même dans la drogue. J'ai l'impression que finalement, vous avez été un peu les oubliés du 13 novembre. C'est le surnom qu'on nous a donné en tout cas. Tu vois, il y a des articles qui ont été faits, les oubliés du Bataclan. Alors oubliés ou pas oubliés, en fait, le but c'est pas de... En fait, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu as une histoire. Tu vois, tu vas pas regarder un film, tu as un film en 4 épisodes. Il faut pas te la voler. À un moment donné, tu peux pas, si tu enlèves une cassette, tu vois, à un moment donné, moi par exemple, ce qui m'a incité à parler, c'est que quand j'entendais en fait des histoires, donc déjà il y avait ceux qui racontaient une histoire qui était faussée. Moi aujourd'hui, ce que je raconte, c'était validé au tribunal. C'est pas un truc que j'ai inventé à gauche à droite, il y a des faits, les faits ils ont été vérifiés, validés au tribunal, et aujourd'hui, voilà, l'histoire elle est claire. Il y a une époque, j'entendais des gens, des victimes parler de choses, c'était pas vraiment ça. Donc il y a eu des fausses victimes, il y a eu des faux intervenants. Il y a eu des fausses victimes. Les gens qui se sont dit... moi j'y étais. Mais sauf qu'en fait, quand ils racontent l'histoire, en fait, ils n'y étaient pas. Et toi, tu as eu l'impression qu'on t'a mis dans ce sac-là? Moi, j'ai eu l'impression là. Mais et encore, c'est même pas ça. C'est quand je parle de... En fait, c'est même pas ça. En fait, c'est... Aujourd'hui, en fait, moi j'ai établi un constat de cette intervention. Enfin, le constat de cette intervention-là, j'ai fait mes constatations, j'ai fait mes écrits, parce que du coup, on a le devoir de rendre compte aussi. Donc moi, mon but, c'était de rendre compte. Voilà, sur l'intervention-là, j'ai constaté
en 1, telle problématique, en 2, telle problématique, en 3, telle problématique, etc. Donc je fais mon rapport qui est transmis, pris en compte, pas pris en compte, c'est une chose. Certains éléments qui sont pris en compte, d'autres non. Mais ce côté rendre compte, c'est aussi, on a aussi le devoir de rendre compte aussi aux victimes. Pourquoi, le pourquoi du comment. Pourquoi on a fait ce choix-là? Pourquoi on a fait le choix entre ces personnes qui vont mourir et celle qui va vivre? Pourquoi celle-ci on va la secourir et pas celle-ci? À un moment donné, en fait, les victimes, ils ont le droit, le droit de réponse. C'est compliqué de répondre à cette question. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais à un moment donné, tu vois, moi j'ai eu du temps à admettre que certains choix que j'ai fait à l'instant T, je ne pouvais pas faire autrement en fait. Tu as eu des regrets, tu t'es dit j'ai fait le mauvais choix, en fait, j'aurais dû faire ci. Tu vois, cette personne qui m'avait attrapé la jambe, quand je fais les gestes de secours, à un moment donné, je retombe dessus. Et là, en fait, je vois qu'elle est décédée. Et là, je me dis, en fait, c'est de ma faute. Je n'ai pas été assez vite. J'aurais dû peut-être la prendre en considération tout de suite. J'aurais dû peut-être, je sais pas moi, l'extraire tout de suite. Enfin. Avec quel âge? C'était un homme, une femme? Non, c'est une femme. Et cette femme, elle avait quoi, 30-35 ans. Ouais, elle avait mon âge, quoi. Enfin, à l'époque, j'avais cet âge-là à peu près. C'est ça. J'avais 34 ans. Donc j'avais 34 ans à l'époque. Ça aurait pu être ton épouse. Ça aurait pu être mon épouse, exactement. Et donc oui, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que tu as été assez vite, pas assez vite? Tu vois, l'une des premières phrases que j'ai eues au procès, c'était aussi m'excuser auprès des victimes. Parce que quelque part, tu te dis, désolé de ne pas avoir fait plus. Désolé de, tu vois, quand tu rentres pour protéger, servir, protéger, tu te dis, voilà, là... Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu as conscience que ce que tu ressens, c'est entendu par la majorité des Français? Ce que tu peux ressentir, tout court? En fait, à l'instant T, tout le monde comprend, tout le monde l'entend. Ouais. Aujourd'hui, au vu de l'actualité, au vu de la violence qui devient de plus en plus violente, aujourd'hui on a un ensauvagement de la société. Il faudrait remettre les pendules sur les points sur les i. On se souvient effectivement de ces policiers qui ont été applaudis. Ça a duré un mois, et ensuite de nouveau, les flics ont été pris à partie. Pris à partie, violences urbaines et tout ce qui... Voilà, et du coup ça a duré qu'un temps, et on se dit mais c'est dégueulasse, quoi. C'est un peu injuste. C'est vraiment, hein, là, je vais parler pour mes collègues, mais vraiment tous les flics, quand ils rentrent, ils rentrent pour protéger et servir. C'est vraiment... c'est très rare. Dans la police, il ne va pas pour la paye. Moi, j'avais 20 ans de police, 2800 € net. 20 ans de police pour 2800 € net. Les risques t'as pas eu de prime en plus, t'as pas de prime? Non, après le Bataclan, on a eu une prime. Je crois que c'était 300 ou 500 €. Ah oui, c'est bien. Un an et quelques après. Mais après, j'ai envie de te dire, tu le fais pas forcément pour ça. Par contre, ce qui est dur, c'est quand à un moment donné, toi ou tes camarades, tu as besoin de soutien, parce que du coup, t'es pas entendu, ou t'es pas bien, ou tu as besoin de prendre un peu de recul, ou t'expliques une situation, mais tu vois, aujourd'hui, j'en veux pas, même à ma hiérarchie de l'époque, j'en veux pas. Ils ont subi aussi une situation extrêmement compliquée, la pression des médias à faire face. J'en veux pas, parce que du coup, ils ont dû faire face à une pression. Pour certains, ils ont fait l'intervention plus la pression médiatique qui va avec. Donc en fait, ils ont dû faire un choix de management. Est-ce qui était bon, pas bon? Je sais pas, mais je n'étais pas à leur place. Aujourd'hui, je manage des équipes. Je peux comprendre certaines décisions qui peuvent être prises en situation de crise. Tout ce ressenti, finalement, tu as eu besoin de le poser sur papier? Je l'ai posé sur papier, donc ça a mis un peu de temps. Mais au moins, j'ai pu le retranscrire. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Itinéraire d'un flic de terrain, de la cité jusqu'au Bataclan », où je vais expliquer en fait tout mon parcours. Donc pourquoi rentrer dans l'institution, mon choix des armes, l'armée, pourquoi l'armée, les unités, la Légion étrangère, je vais parler de tout ça en fait. Itinéraire d'un flic de terrain des cités jusqu'au Bataclan, on va recevoir Michel Bach. Je pense que c'est un pseudonyme, Bach, c'est un Bacheux. Il va témoigner de ce livre qui est vraiment très intéressant. Tu voudras bien me le dédicacer? Avec plaisir. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu ressens finalement aujourd'hui? Si tu as un mot de la fin, tu as peut-être un
un ressenti philosophique par rapport à tout ça, tu as du recul. Ce serait quoi aujourd'hui ton message? Alors, j'ai presque envie de dire, il y a plusieurs messages à passer. Déjà, j'ai envie de dire, plusieurs messages à passer. Je dirais déjà... respectez vos flics? Ouais. Bon, après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu peux pas... tu vois, tu prends l'exemple des pompiers qui sont pris à partie, les profs qui sont pris à partie, la police qui est pris à partie. Aujourd'hui, en même temps, nos soignants qui sont pris à partie. Tu vois, le médecin qui est pris à partie dans son cabinet ou l'infirmière parce qu'elle va pas assez vite à donner les soins. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut rééduquer un peu la population, enfin en tout cas une certaine partie de la population. Peut-être c'est un problème d'éducation civique. À l'époque, il y avait de l'éducation civique. Pourquoi pas le remettre en place? Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est un autre problème. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de politique. Tu vois, on n'a plus de général de Gaulle, quoi. On n'a plus de... je veux dire, Charles Pasqua, quoi. Enfin, à un moment donné... Mais si on reparle de l'avant et de l'après Bataclan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, j'ai envie de dire, vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu prends une décision, elle est bonne, elle n'est pas bonne à l'instant T, mais tu l'as fait à l'instant T par rapport à tes convictions. À tes convictions et puis par rapport au terrain. Donc, tu le fais parce que tu as tous les éléments qui t'ont permis de prendre cette décision. Après, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que avec du recul, si jamais je dois y retourner, j'y retournerai. Si je dois reprendre les armes pour protéger mes proches, je le ferai. Maintenant, aujourd'hui, je sers, mais de manière différente. Des remords et des regrets, tu en as? Ou tu as réussi à passer au-dessus? Des remords et des regrets, on en a toujours. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à passer au-dessus. On arrive à prendre une voie qui va nous permettre de s'améliorer. Parce que du coup, il y a une citation que j'aime bien, c'est l'homme ne naît pas homme, mais le devient. Donc en fait, on va dire avant, j'étais un bébé, je suis devenu ado, je suis devenu homme avec cette intervention-là peut-être. Et aujourd'hui, j'ai pris le recul peut-être nécessaire pour aider, entre guillemets, aux jeunes générations à se construire. Parce que du coup, je suis intervenu aussi sur la préparation de personnel pour les Jeux Olympiques, sur la problématique risque terroriste. Donc c'est vrai que... Tu utilises ton expérience maintenant pour... C'est un échange d'expérience, c'est un partage d'expérience. Voilà, je sers de manière autrement. Voilà, c'est une autre façon de servir. Donc voilà. Michel, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci à toi.